Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire post-colloque. Alors, c'est la deuxième édition de, ce format qui est né l'année dernière, puisque, comme chaque année, nous organisons, vous le savez, un colloque sur une thématique intéressant les collectivités territoriales. Et le sujet que nous choisissons lors du colloque, il continue de vivre, il ne s'arrête pas le jour du colloque. Et il nous a semblé intéressant de pouvoir poursuivre nos échanges pour faire un point d'actualité, surtout sur le sujet du dernier colloque qui était celui sur l'assurabilité, qui est un sujet qui a connu une actualité riche encore dernièrement et encore aujourd'hui sans doute, avec l'apparition du guide des bonnes pratiques de la commande publique. Donc, ce webinaire va être composé en deux temps. Une première partie qui va être consacrée, après une introduction par Eva Kaplanis, sur la présentation des points clés de ce guide pratique, dont l'apparition est imminente. Et donc là, nous aurons deux collègues de la SMAC qui ont participé aux échanges et aux travaux, avec Dimitri Blanchard et Maxime Bourgoin. Et dans un second temps, nous vous présenterons les travaux du livre blanc, travaux qui ont été engagés avec nos partenaires de Ville-de-France et de l'Association des Petites Villes-de-France. Et à cette occasion, nous remercions Armand Pinotto et André Robert de s'être joints à nous pour présenter ce livre blanc avec Eva Kaplanis. Donc le programme va être ainsi: une courte introduction par Eva sur les dernières actualités qui ont touché, qui concernent le sujet de l'assurabilité des collectivités territoriales. C'est un sujet qui avance, qui progresse, et donc il y a, depuis le colloque, effectivement, de nombreuses avancées qui ont été réalisées. Et ensuite, nous aurons le temps de présentation du guide pratique des marchés publics d'assurance avec Maxime et Dimitri. Puis, dans un second temps, la présentation du livre blanc, avec à chaque fois un temps d'échange avec vous. Donc, vous pouvez utiliser le chat, ou si vous levez la main, nous vous ouvrirons vos micros. Voilà pour la courte introduction, et je laisse la parole à Eva. Eva, Merci, Luc. si tu peux nous dire, depuis le colloque, quoi de neuf sur le sujet de l'assurabilité? Merci à toi. Alors, quoi de neuf? Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, quoi de neuf? Luc a dit que je faisais une présentation courte, donc je vais m'attacher aux principaux événements parce qu'il y en a beaucoup. Il se passe beaucoup de choses là depuis 9 mois sur ce sujet. Donc, je vais commencer avec début 2025 où on a eu l'avis de l'autorité de la concurrence suite au rapport Husson. Le sénateur Husson avait saisi l'autorité de la concurrence pour avoir son avis. Et donc, l'autorité de la concurrence l'a rendu en janvier 2025. Et le constat qu'elle fait, c'est qu'elle reprend les grands constats et les grandes orientations et les grandes mesures du rapport Chrétien-Dagès avec 7 mesures à destination des collectivités plutôt, et qui sont autour de préparer les marchés publics, sécuriser la souscription des contrats d'assurance. Enfin, on reste toujours dans ces sujets-là où l'autorité de la concurrence dit aux collectivités, professionnalisez-vous sur ces sujets, avancez un petit peu sur ces sujets. Donc il y a eu cet avis qui a commencé l'année, on va dire. Et puis le 14 avril, je vais aller un petit peu plus vite dans le temps, mais le 14 avril, on a eu le reclore, le fameux reclore. Donc c'est le Premier ministre François Bayrou qui a souhaité organiser cet événement, qui a vraiment en a fait un morceau extrêmement fort de son mandat, et qui a vraiment souhaité accélérer les choses. Donc il y a eu une grosse réunion, donc ce fameux reclore le 14 avril, avec des représentants de l'État. Donc on avait François Rebsamen, on avait Eric Lombard, enfin voilà, il y avait plusieurs membres du gouvernement, il y avait des collectivités, il y avait des représentants d'associations de collectivités, il y avait des assureurs, France Assureurs était présente aussi, et donc tout le monde s'est mis autour de la table pour s'engager à réunir en fait les meilleures conditions possibles pour qu'aucune collectivité ne se retrouve sans assurance. Donc l'idée, c'est vraiment, on travaille sur des choses, on travaille tous ensemble et on essaie de faire en sorte que le
marché, en tout cas que les collectivités puissent retrouver des solutions. Donc il y a une charte d'engagement qui a été signée par toutes ces parties prenantes et il y a un plan d'assurabilité des collectivités territoriales qui est intitulé Pacte, de son petit nom 25, voilà, donc Pacte, P-A-C-T 25, qui permet de lister en fait toutes les actions qui sont identifiées, de toutes les intentions des uns et des autres et de ce qu'il faudrait faire pour que ce marché redevienne avec un fonctionnement plus normalisé. Donc ce plan, en fait, il réunit 6 grands axes. Donc le premier, c'est mieux accompagner et informer les collectivités. Et l'idée derrière ça, c'est bien que les collectivités soient en capacité d'identifier leurs besoins assurantiels avec précision, qu'elles sachent exactement ce dont elles ont besoin et que pour que l'assureur, en tout cas derrière, ce soit plus facile pour lui pour y répondre. La deuxième action qui a été identifiée, c'est dynamiser et équilibrer le marché assurantiel en favorisant une offre adaptée aux spécificités locales. On se rend bien compte que le marché des collectivités n'est pas un marché tout à fait comme les autres. En tout cas, il y a des risques spécifiques, même si beaucoup peuvent être comparables à d'autres, il y a quand même des risques un petit peu particuliers. Et donc, l'idée, c'est comment on fait pour faire revenir aussi la concurrence, pour qu'il y ait plus d'assureurs qui répondent. La troisième action est de simplifier les relations contractuelles entre les collectivités et les assureurs. On a un premier pas, donc comme le disait Luc, avec la parution du guide pratique, et donc Maxime et Dimitri vont vous en parler juste après. Le quatrième action qui est identifiée, c'est adapter les mécanismes d'indemnisation aux nouveaux risques climatiques et sociaux qui émergent. Donc là, c'est des travaux qui sont menés par toutes les parties prenantes et par l'État également. Parce que derrière risques sociaux, c'est le risque émeute évidemment, et les risques climatiques, voilà, c'est ce qu'on constate tous au quotidien. C'est comment on fait pour mieux assurer, mieux anticiper et faire plus de résilience, on va dire, sur nos territoires. Je suis au cinquième action, c'est garantir efficacement les leviers de solidarité nationale. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, qu'il y a des dispositifs qui existent, qui ne sont pas toujours activés, qu'il y a une méconnaissance de tous les dispositifs. Donc, il y a tout ça qui est derrière. Et la dernière action qui est identifiée, c'est renforcer la culture du risque, notamment à travers des initiatives en matière de prévention pour maîtriser la sinistralité. Et ce qui est sous-tendu derrière, c'est la fonction de manager des risques au sein des collectivités. Mais ça, on y reviendra peut-être dans la deuxième partie du webinaire. Pacte 25, c'est évidemment ce qui a été le plus emblématique, on va dire, et en tout cas qui est en œuvre depuis le 1er juillet 25, c'est Collective Assure. Donc Collective Assure, c'est une entité en fait qui dépend du médiateur de l'assurance, enfin qui est rattachée au médiateur de l'assurance et qui aura plusieurs missions, mais en tout cas la première mission, c'est d'apporter une aide immédiate et du conseil aux collectivités en difficulté, qui ont des difficultés à trouver un assureur, à exprimer leurs besoins, à identifier l'assureur enfin en tout cas la couverture assurantielle qui serait le mieux adapté et qui permet d'être un premier niveau de réponse aux collectivités qui se retrouvent en difficulté. Donc l'idée c'est bien que cette cellule soit là sur un premier niveau, ne remplace pas les autres dispositifs existants, mais en tout cas soit une porte d'entrée pour les collectivités pour pouvoir répondre, les aiguiller, les aider au quotidien. Il y a aussi un volet, Collective Assure a aussi une mission qui a été identifiée d'animer un réseau national et local. Donc on verra comment ça se met en œuvre et comment tout ça se décline, mais en tout cas ils ont une mission importante avec plusieurs cordes à leurs arcs à construire et en tout cas à mettre en œuvre rapidement, puisque les résultats sont attendus, mis en œuvre au 1er juillet, les résultats sont attendus rapidement et on sait que c'est suivi et par les pouvoirs publics et par les collectivités, évidemment par les assureurs. Donc, je parlais tout à l'heure de la refonte du guide de passation. Donc, je vais passer la parole à Dimitri et Maxime qui ont participé aux travaux et qui vont pouvoir vous donner en avant-première, parce que ça va sortir dans la journée, donc vous allez avoir quelques informations juste avant la parution officielle. Merci Eva. Merci Eva. Juste Dimitri, oui, donc avec Maxime, tu as participé aux travaux du groupe de travail qui a été chargé d'élaborer ce guide pratique. Dans quel esprit se sont passés ces travaux ? Écoute, c'était effectivement, on a participé tous les deux aux réunions qui ont eu lieu à Bercy. Les travaux se sont déroulés de septembre à juin.
en suivant un séquençage assez classique autour de la préparation, de la passation et de l'exécution des marchés, avec un contenu du guide qui relève pour l'essentiel des contributions des différents participants et dont les points de divergence étaient discutés en séance. Donc le travail était convivial, sérieux, et je pense qu'on a réussi à aboutir à un document qui, accompagné d'annexes, est relativement fourni, mais auquel les collectivités pourront effectivement se reporter pour obtenir des éléments de réponse à leurs éventuelles interrogations. Très bien. Donc ce guide pratique, là, on va vous en présenter les grandes lignes. Il n'est pas encore publié, il va l'être dans la journée, peut-être au cours de Ouais. ce webinaire d'ailleurs ce matin, donc, sur le site du Minifi et de la DAJ. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, sur justement la partie préparation du marché d'assurance? Quels sont les grands points clés à retenir de ce guide? Oui. Alors sur la préparation du marché, on a 3 grands items qui sont identifiés sur le slide. Donc le premier, c'est l'amélioration de la connaissance du risque. Ça, c'est un point fondamental qui a été souligné par les différents rapports qui ont été rendus en la matière, ainsi que par l'avis de l'autorité de la concurrence en janvier dernier. Le constat partagé, c'est que la connaissance des risques de l'acheteur public par les candidats assureurs est insuffisante. Elle ne permet pas aujourd'hui à l'assureur d'apprécier finement l'exposition au risque pour proposer une offre qui corresponde aux besoins de la collectivité. Et donc parmi les solutions identifiées, vous les visualisez, parmi les préconisations, on a l'utilisation des inventaires des risques normalisés qui sont annexés au guide et donc qui portent sur la détermination et la description des risques. Il s'agit là de collecter des informations de manière détaillée et exhaustive, réaliser en somme une photographie la plus nette possible des risques et la partager avec les assureurs. Alors, ces inventaires concernent plusieurs branches. On y trouve le dommage aux biens, la responsabilité, les contrats qui portent sur les flottes de véhicules et le cyber. Voilà, donc ça c'est la première mesure. Deuxième recommandation, c'est d'expertiser les bâtiments, en priorité les bâtiments qui présentent une forte valeur patrimoniale. L'objectif là est d'alimenter les inventaires que j'ai énoncés à l'instant et qui sont annexés au guide, et de mettre à disposition des assureurs des informations complètes. Donc très concrètement, il s'agit d'évaluer la valeur à neuf des bâtiments, leur contenu, sur des aspects un peu plus techniques, qualifier la défense incendie, la protection contre les intrusions. Ça peut même recouvrer le contrôle des installations électriques avec la délivrance de certificats type Q18, Q19 qui permettent de vérifier la conformité des installations électriques et de vérifier si des points chauds existent dans ces installations. Troisième élément, là aussi, qui a recueilli l'unanimité des participants au groupe de travail, c'est l'utilisation d'un document relatif à l'état de sinistralité, normalisé lui aussi et annexé. L'idée là, c'est de récupérer les éléments de la sinistralité sur 5 branches: de dommages aux biens, la responsabilité, les véhicules à moteur, le cyber et la protection juridique. L'idée est de remonter sur 5 ans. Donc je prends l'exemple d'un marché classique passé sur 4 ans. On met de côté l'année de consultation et donc l'important est de récupérer les 3 premières années du contrat en cours. Mais quand on fait le compte, il manque 2 années. Et donc là, il faut pouvoir récupérer effectivement les informations auprès du précédent assureur. C'est pas toujours le même, évidemment. Et donc là, il s'agit d'anticiper les besoins des futurs candidats et de conserver les données sur la durée du marché pour les mettre à disposition des candidats qui, au moment du téléchargement du DCE, vont gagner en visibilité sur la récurrence des risques, la nature et leur ampleur, et proposer une offre adaptée. Et donc pour terminer ce premier grand item, le guide vous encourage à collecter et mettre à jour en permanence les informations relatives aux risques et à la sinistralité. Vous effectuez une extension d'un bâtiment,
une mise aux normes électriques, de défense contre l'incendie, il convient de l'intégrer à l'inventaire sans nécessairement attendre la nouvelle consultation. De la même manière, le suivi des sinistres gérés en interne dans vos structures, pour des sinistres qui sont sous le seuil de la franchise, mérite également d'être documenté puisqu'ils vont parfaire l'image de la sinistralité pour les candidats. Donc effectivement, ces éléments ont vocation à intégrer le DCE lors d'une nouvelle consultation. Et il est vrai que si vous subissez une résiliation, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, mais vous serez en capacité de lancer une consultation dans de meilleures conditions, dans les meilleurs délais. Alors, le deuxième grand item qui s'est posé dans le cadre de la préparation du marché, dans la suite logique du premier, c'est mettre en œuvre une politique de gestion des risques. Effectivement, sur le constat, à la différence des entreprises, la plupart des collectivités ne mènent pas d'action de prévention, alors que, selon l'autorité de la concurrence, elles sont soumises à une plus forte exposition aux risques climatiques et sociaux que les autres clients professionnels. Donc, autrement dit, les bâtiments publics sont moins protégés que ceux des entreprises, alors qu'ils sont davantage exposés aux risques. Donc évidemment, cette situation doit vous encourager à vous engager dans la voie de la gestion des risques. Alors, parmi les recommandations, il y a celle de développer, c'est ce qui est inscrit là sur le slide, de développer une fonction de manager des risques. Alors c'est quoi un manager des risques? C'est une personne qui va pouvoir conduire sa collectivité dans un parcours de gestion des risques. On va voir sur le contenu après. Donc sa mission principale à ce manager des risques, c'est de protéger véritablement la collectivité contre les menaces potentielles qui pourraient affecter la sécurité publique, donc les agents, les usagers, les élus, ses biens, ses activités, ses finances et sa réputation, notamment en matière de cyber. Donc concrètement, il va engager une séquence de gestion des risques. Donc à cette séquence, elle comprend 3 composantes. L'identification des risques, l'évaluation, où là le manager va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle la cartographie des risques, on pourra y revenir si vous voulez au moment des questions. Et troisième composante, le pilotage, avec la priorisation et la décision sur les mesures à prendre. Et à ce titre d'exemple qui sont promus au guide, on trouve la mise en place, la généralisation du permis feu, donc qui est un document de sécurité qui est en certains endroits du territoire et pour certaines opérations obligatoires. C'est un outil important de prévention puisque 30% des incendies sont causés par des travaux par point chaud et le permis feu a précisément vocation à encadrer ce type de travaux. Autre élément proposé par le guide, ce sont des fiches pratiques qui seront disponibles sur le site de France Assureur, c'est la Fédération des assureurs français. Et la première fiche qui est d'ores et déjà en ligne porte sur la prévention et des incendies d'origine électrique. Donc là, il sera question à nouveau des Q18 et Q19. Troisième élément dans ce deuxième item, c'est partager effectivement les données et mesures prises par les assureurs en annexe des DCE, parce qu'au-delà des inventaires, il faut que l'assureur sache que vous êtes inscrit dans un processus d'amélioration continue. Ça peut avoir une incidence sur son appréciation du risque. Troisième grand item, c'est restructurer le contrat d'assurance. Et là, c'est aussi un autre apport fondamental du guide. J'ose le terme, c'est véritablement une révolution dans la manière d'appréhender le marché public d'assurance. Le constat qui est fait, c'est qu'il y a un décalage de plus en plus important entre les DCE d'une part et les offres des assureurs d'autre part. Ces écarts conduisent à la formalisation de réserves par les assureurs, et ces réserves sont source d'insécurité juridique. Donc les services de Bercy, et on en a tous convenu, souhaitent que ces réserves soient supprimées. Alors comment? En rapprochant l'offre d'assurance de l'expression de besoin. Concrètement, il est recommandé de recourir ou de s'inspirer du modèle de cahier de clauses particulières fourni en annexe du guide. Alors,
celui qui sera aujourd'hui publié se portera uniquement sur le contrat dommage aux biens. L'idée, c'est de fournir ce type de CCP sur d'autres branches d'assurance. Donc le CCP comporte pour l'essentiel l'énonciation des garanties dans un tableau avec les plafonds d'indemnisation et le montant des franchises. Ce document a vocation à remplacer les CCAP et les CCTP. Et donc dans ce schéma, le DCE il est réduit à sa plus simple expression, l'acte d'engagement, le règlement de consultation évidemment, le CCP et les annexes où on va pouvoir trouver les inventaires des risques et l'état de sinistralité et les différentes pièces jointes. Deuxième élément, on vient d'établir un CCP centré sur l'expression de vos besoins. L'indication des garanties, des montants, des plafonds d'indemnisation et des montants des franchises sont présentés sous la forme de souhaits. C'est-à-dire que les renseignements que vous allez apporter dans ce document le seront à titre indicatif. Et donc cette mesure s'accompagne d'une autre préconisation, celle qui suit, c'est faciliter la co-construction du contrat, qui repose donc sur une nouvelle hiérarchie des pièces contractuelles. L'idée, c'est de faire une place à l'offre de l'assureur, toujours en poursuivant toujours l'idée de supprimer les réserves émises par les assureurs. Et donc ça aboutit à une nouvelle hiérarchie des pièces qui est énoncée au CCP. Et donc dans l'ordre décroissant, on va trouver l'acte d'engagement, toujours la pièce maîtresse, l'offre de l'assureur, le CCP, puis le CCAG FCS dans ces dispositions pour lesquelles il n'y aura pas de dérogation prévue par ailleurs. Quatrième élément un peu disjoint, c'est l'allotissement du marché pour effectivement susciter des offres plus adaptées, en particulier sur les risques dits spécifiques. Donc, titre d'exemple, pour le dommage aux biens, ça peut porter sur des installations de traitement ou de distribution d'eau potable en matière de RC, des activités portuaires ou aéroportuaires. Donc là, il s'agit de bien identifier ces risques, de les allotir pour permettre à des assureurs spécialisés de pouvoir se positionner, mais aussi pour des assureurs plus généralistes de traiter ces marchés plus facilement, c'est-à-dire de manière différenciée, en confiant la partie un peu standard à des équipes de souscription opérationnelles et confier les lots un peu plus délicats à des équipes davantage expertes. Donc l'ensemble de ces mesures doit permettre à ce que la passation se déroule dans les meilleures conditions avec des candidats à la clé. Donc là, je te laisse la main, Maxime, pour le second temps de la présentation, donc sur la passation du marché. Merci Dimitri. Merci Dimitri. Maxime, à toi la parole sur la partie passation du marché. Merci Luc. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'évoquait tout à l'heure Dimitri, on a bien évidemment une approche de The Guide de bonne pratique, qui est une approche classique sur l'identification du besoin, son écriture, la passation, l'exécution, et on souhaitait faire un focus tout particulier sur la passation qui est riche de recommandations et de bonnes pratiques, et qui nous semblait être un levier très important et pour permettre une assurabilité, on va dire, renforcée sur le marché des appels d'offres aujourd'hui. Si je puis me permettre, Maxime, oui. tu avais déjà participé à la rédaction du premier guide, les travaux du premier guide, je crois. Alors effectivement, c'est pas pour me rajeunir, mais je te remercie Luc de cette petite précision historique. Je t'en prie, avec plaisir. J'avais déjà eu l'occasion de participer en tant que contributeur à l'écriture du premier guide de bonne pratique sur les marchés publics d'assurance suite aux émeutes de 2005, puisqu'il y avait eu également un mouvement de sensibilisation, une prise de conscience aussi des pouvoirs publics
et du monde de l'assurance. Et l'idée avait été effectivement de trouver une solution pratico-pratique au travers de ce guide-là, qui a servi de base de travail pour partie aussi au guide qui sera mis à disposition logiquement dans la journée ou dans les prochains jours. Et pour compléter ce que disait Dimitri, je le rejoins complètement sur la bonne intelligence des travaux qui ont été menés avec la DAJ, le ministère des Finances et la Direction générale du Trésor, mais c'était aussi des travaux, on va dire, paritaires, parce qu'autour de la table, il y avait inévitablement des représentants des assureurs, mais aussi, et nombreux également étaient-ils, des représentants des acheteurs publics. Donc il y a vraiment eu un jeu d'échange, de discussion et de volonté véritablement d'aller dans un sens commun. Focus sur la passation des marchés, deux items importants qui nous semblaient aujourd'hui utile de partager avec vous. Le premier étant de se donner du temps, on verra ce qu'on y met exactement derrière cet item, et le second était plutôt axé sur la capacité à remettre du lien, des échanges, hein, et comment on pouvait un peu plus nourrir la discussion entre opérateurs économiques assureurs et collectivités, notamment territoriales, assurées. Se donner du temps, tout simplement, au travers de cet item, on envisage deux leviers. Un qui est lié, on va dire, à la saisonnalité des consultations et donc des marchés publics d'assurance. L'autre qui est plutôt lié au délai de réponse des candidats. Le premier, il part d'un constat assez simple, récurrent, et maintenant installé depuis bon nombre d'années. On fait le constat que une part très très importante des consultations d'assurance et des marchés, des procédures de passation qui sont lancées, se font essentiellement dans le dernier trimestre, voire le dernier quadrimestre de l'année. C'est lié à je pense à une chose assez simple qui est la périodicité de ces marchés-là, qui sont en moyenne de 3-4 ans, et qui arrivent à échéance au 31 décembre de l'année. Et beaucoup d'acheteurs publics aujourd'hui relancent des marchés pour souscrire de nouveaux contrats d'assurance dans un délai et un temps qui est celui-ci, qui est entre octobre, décembre de l'année en cours. La concentration de ces publicités sur un temps court va de fait créer chez les opérateurs économiques assureurs du marché une forme de goulot d'étranglement, et va potentiellement réduire leur capacité à faire et leur capacité à répondre aux différentes consultations. Ça a pour conséquence effectivement soit l'impossibilité de présenter des offres et de répondre aux différents besoins exprimés, soit tout simplement l'impossibilité de questionner dans des temps courts, puisque la masse des consultations à traiter étant très importante, parfois le temps octroyé pour y répondre est extrêmement faible. Et puis parfois ça oblige aussi l'assureur à tirer un trait et faire fi complètement de l'expression de besoin initiale de la collectivité, notamment au travers de son cahier des charges, et de ne répondre qu'au travers de ses conditions générales, sans tenir pour autant compte de cette expression de besoin-là. Donc, le conseil qui a été, et la recommandation qui est communément admise par les participants au guide, c'est d'essayer de lisser le plus possible ces consultations, d'anticiper la passation et le renouvellement des marchés arrivant à terme, et de ne pas atteindre ces derniers mois de l'année au risque de se voir prendre dans un volume de consultations très important, et de ne pas nécessairement avoir de réponse ou de réponses qui correspondent foncièrement à son besoin. Donc, plus on prend en main tôt un renouvellement de contrat, plus et pour faire écho à ce que disait Dimitri, on sera aussi dans une logique d'identification de son besoin, d'écriture de son besoin, de consolidation notamment de cette approche-là. Et plus
le marché sera en capacité de répondre également à ce besoin-là. L'idée également, c'est de rendre ce marché aussi plus attractif, de réinjecter une dose de concurrence sur ce marché où aujourd'hui on constate que un certain nombre d'acteurs sont présents, mais de façon insuffisante. Donc allonger la durée des marchés et clairement, lisser la saisonnalité des marchés est clairement identifié comme un levier potentiel pour rendre ce marché-là plus attractif. L'autre levier identifié pour, on va dire, gagner en temps d'instruction, en capacité de réponse et en temps d'échange également avec les différents acheteurs, c'est l'allongement des délais de réponse des candidats. On constate également, et de façon partagée, que très souvent, les acheteurs publics définissent un délai qui est un délai qui respecte les délais minimums du Code de la commande publique, à savoir 35 jours pour l'appel d'offres, et puis un délai pour les procédures adaptées qui, là, est plus à leur discrétion et qui est en moyenne bien inférieur. La recommandation qu'on peut faire, qui, bien évidemment, doit tenir compte également de la complexité du marché, mais du temps nécessaire aux opérateurs pour préparer leurs offres, c'est d'allonger ce délai-là, de le rendre plus important, de ne pas se limiter simplement au délai réglementaire, pour l'articuler notamment avec cet impératif de lissage des consultations, qui permettra une meilleure anticipation des procédures, qui permettra de stimuler un peu plus la concurrence et de consolider aussi la qualité des offres qui pourront être produites. Donc, à la fois en MAPA comme en appel d'offres, l'idée foncièrement est de permettre aux différents assureurs de pouvoir avoir un temps suffisant pour pouvoir traiter une bonne partie des consultations publiées et de pouvoir aussi périmétrer, questionner sur l'importance du risque et de revenir vers l'acheteur en cas de besoin. Deuxième levier important qui avait été identifié, favoriser les échanges. Là encore, la plupart des contributeurs au guide autour de la table ont clairement souhaité que on trouve des solutions pour que, alors à la fois en amont, procédure de passation, notamment au travers du sourçage, mais également pendant la passation, on soit en capacité de discuter entre parties et qu'on puisse en fait casser une forme de rigidité parfois issue de la procédure d'appel d'offres, permettant d'adapter les besoins des différents assurés, collectivités exprimés dans les cahiers des charges et les capacités des assureurs et des différents engagements qu'ils peuvent prendre. Pour activer cet item sur la notion d'échange et de communication renforcée entre les acteurs, l'idée est bien de continuer de transmettre avec précision et de façon la plus systématique possible les réponses aux questions pouvant être formulées par les différents acteurs du marché, notamment les différents assureurs. Ces questions-là, ces demandes de précision, elles ne sont pas du tout réalisées dans le but de rendre la procédure plus complexe et de l'alourdir. Elles sont dictées par le nécessaire besoin de maîtriser le risque devant être couvert et d'avoir une connaissance beaucoup plus fine des besoins de l'assuré.
Alors, ces échanges-là permettront aussi de corriger peut-être certaines erreurs ou certaines contradictions qui pourront être formalisées entre les différents documents techniques, de préciser certains points très, très, très importants, mais de bien appréhender surtout le besoin de l'acheteur. Et ces questions-réponses, ce jeu de questions-réponses entre assureurs et acheteurs publics, nécessairement conduira à une réponse qui sera bien plus adaptée et bien plus conforme aux besoins. Le deuxième levier, il consiste à organiser de façon plus fréquente des visites de risque, et notamment sur la branche dommages aux biens, et avec des délais qui permettent d'organiser matériellement ces visites. L'idée ici, c'est de ne pas systématiser le recours aux visites, à la fois pour l'intégralité des risques et l'intégralité des contrats. L'idée, c'est de pouvoir, lorsque le besoin s'en fait sentir sur certains patrimoines valeureux, sur certaines installations spécifiques à caractère peut-être historique ou industriel, l'idée est de pouvoir permettre à l'assureur d'avoir une vue sur pièce et sur place plus fine et une connaissance plus approfondie de la qualité du risque. Il faut que cet outil-là soit manié quand même avec prudence et parcimonie. Il ne faut pas que ces visites deviennent obligatoires et qu'elles conditionnent la remise de l'offre. Par contre, il faut qu'elles puissent être malgré tout jugées nécessaires dans un certain nombre de cas pour permettre, là encore, aux assureurs et aux assurés de discuter sur la qualité du risque et de prendre pleinement connaissance de cette qualité-là. On insiste sur la dimension facultative et exceptionnelle, tout simplement parce qu'on va se heurter à une capacité aussi à faire du marché. Si les visites de risque étaient rendues obligatoires et systématisées, il est évident que très peu d'acteurs aujourd'hui, très peu d'opérateurs économiques seraient en capacité d'y répondre favorablement et d'organiser matériellement des déplacements. Troisième et dernier levier sur la capacité à remettre un peu la communication, les échanges au centre de la relation entre le candidat assureur et l'acheteur public, encourager des procédures de passation qui intègrent le possible recours à la négociation. Bien évidemment, si les conditions de cette négociation sont réunies, et là on voit au dispositif du code de la commande publique, là encore, ce n'est pas quelque chose qui souhaite être systématisé, mais dans un certain nombre de situations, le recours à une procédure avec négociation, qu'elle soit au travers de la procédure négociée ou de la procédure du marché à procédure adaptée, pardon, pourra permettre une identification plus précise des conditions de garantie, des montants de garantie, des limites contractuelles d'indemnité, de la qualité aussi d'un certain nombre de risques. C'est des modalités de recours qu'on envisage notamment lorsque l'on va être confronté à l'exercice de compétences spécifiques. On pense notamment à la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui est la compétence GEMAPI. Ça peut être le cas aussi en fonction d'un certain nombre de biens et de patrimoine très spécifiques. On pense à la gestion des aéroports, des aérodromes. Je ne vais pas faire de liste exhaustive aujourd'hui, mais il nous semble important que cette capacité à négocier, notamment au travers de la procédure négociée, puisse aujourd'hui être identifiée comme un levier. On a très peu d'antériorité sur l'utilisation de cette consultation aujourd'hui.
il semblerait qu'elle puisse apporter quand même quelques gains et permettre sur un certain nombre de lots ou de procédures des réponses qui semblent plus en adéquation avec le besoin. Luc, je te redonne la parole. Merci Maxime. Beaucoup de réactions dans le chat avec des questions qui portent notamment, tu as évoqué un délai suffisant. Qu'est-ce qu'un délai suffisant pour pouvoir permettre à un assureur, dans un contexte d'appel d'offres de masse auquel il doit répondre, pour pouvoir apporter une réponse adéquate à une collectivité qui cherche un assureur? Aujourd'hui, alors, on considère une procédure, par exemple, d'appel d'offres qui serait lancée avec la possibilité de laisser à minima 50 jours pour pouvoir répondre, parce qu'on est bien sur des jours calendaires aujourd'hui. On considère que ça pourrait être un délai suffisant qui permettrait à la fois de coordonner une capacité à répondre à une multiplicité de procédures et d'aller également dans un jeu de questions-réponses et de compréhension un peu plus poussée du risque sur le dossier en l'espèce. Sur les MAPA, on sait que ces procédures elles sont plus souples, que le délai de réponse est laissé à la discrétion des acheteurs en fonction des caractéristiques du marché, du nombre d'opérateurs, des circonstances un peu globales. L'idée, c'est de pouvoir également s'aligner sur ce délai-là, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a une part importante de marchés qui sont lancés sous la forme de procédures adaptées. Aujourd'hui, on a une répartition à peu près de 60% de procédures adaptées, 40% d'appels d'offres. Et le gros du volume des consultations aujourd'hui reste pour partie sur la base de la procédure, sur les marchés à procédure adaptée. Donc ce délai qui peut paraître très important est en fait un délai de 50 jours, est en fait un délai qui a, en tout cas de façon partagée entre les différents opérateurs économiques, est nécessaire pour pouvoir être un acteur du marché suffisant et pouvoir apporter des réponses aujourd'hui à l'ensemble des acheteurs publics. Merci. Il y a une autre question sur, tu as évoqué la possibilité, hein, c'est une faculté, puisque ça pose aussi une question de capacité à faire derrière des visites de Oui. risque en DAB. À quel moment les collectivités doivent-elles proposer cette visite de risque? Pendant le délai de réponse du marché ou en amont? Alors, j'ai envie de dire que tout dépendra du délai de réponse. Si effectivement on a un délai de réponse qui correspond aux préconisations telles qu'on vient de l'évoquer, on peut tout à fait imaginer qu'on ait une visite de risque pendant ce délai-là. C'est une information qu'on va capter en amont, puisque c'est une information qui sera clairement identifiée à la fois dans l'avis d'appel public à la concurrence et dans le règlement de consultation. Donc la capacité à s'organiser sera fonction du délai de remise des offres. Donc c'est aujourd'hui, effectivement, on préconise plutôt que cette visite se fasse au moment du lancement de la consultation, puisqu'on peut également la doubler d'une connaissance des risques au travers des éléments transmis dans le cahier des charges. Merci. Une question pour Dimitri. Il est sur la question de l'état de sinistralité et la prise en compte ou non des franchises dans cet état de sinistralité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans le guide pratique à ce sujet? Oui, alors effectivement, dans l'état de sinistralité, ça se présente sous la forme d'un tableau Excel, hein, donc qui pourront être à la main des collectivités lorsqu'elles sont en auto-assurance, lorsque le sinistre est inférieur à la franchise. Il y a la possibilité effectivement de renseigner le montant de la franchise. Donc l'information sera complète et pourra être partagée avec les assureurs. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Vous pouvez lever la main ou j'ai Mathieu Logier. Bonjour Alors, à tous, merci bonjour, pour bonjour cette Mathieu. présentation. J'ai une question, je souhaiterais revenir sur la procédure avec négociation. Donc, si j'ai bien compris, le guide préconise la négociation en procédure formalisée, mais ne généralise pas, c'est bien ça? Oui, effectivement, c'est une préconisation. Elle n'en fait pas une procédure de droit commun. Le constat, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, partagé, est que ce type de procédure était très, très peu utilisé aujourd'hui comme mode de passation et qu'elle pouvait être adaptée sur des risques très spécifiques qui justifiaient un échange entre assureurs et assurés pas dans la détermination du besoin, mais dans la capacité à y répondre le plus précisément. Donc, en fait, passer un marché d'assurance, c'est pas considéré comme une prestation complexe en soi. Il faut quand même toujours le démontrer. C'est bien ça, en fait. Complètement. Oui, Il n'y ça a pas de prend avec remise en cause des motifs de recours, ni de modification des motifs de recours à la procédure avec négociation. Et donc concrètement, donc en quoi ça change par rapport au premier guide, en fait? C'est là où j'ai du mal un petit peu à comprendre. Alors, il y a pas de changement fondamental des textes et notamment sur la négociation. C'est simplement une préconisation, une recommandation. L'idée étant de dire que pour certains risques, il serait peut-être intéressant, et notamment des risques plutôt lourds, de rentrer en négociation avec l'assureur et de peut-être de revoir certaines déterminations du besoin, parce que le risque, c'est que, tel que l'expression de besoin a été formulée au cahier des charges, l'assureur ne puisse pas être en capacité d'y répondre. Donc, la négociation permettrait de trouver un terrain d'entente, mais elle ne doit s'envisager aujourd'hui que pour vraiment des risques très spécifiques, tels que je l'ai cité tout à l'heure, mais vraiment à titre d'exemple. D'accord, OK. Et sur le Merci. guide, si je peux me permettre, je ne sais pas si Mathieu, vous étiez là en début de présentation, mais Tout à fait. Dimitri a évoqué quand même ce qu'il appelle, lui, une révolution sur certains aspects. Donc il y a quand même des changements qui sont apportés dans la pratique et qui sont attendus, et aussi sur l'aspect normalisation, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi le propos, des pièces pour que la réponse des assureurs soit le plus adaptée. Mais c'est vrai que c'était une mesure qui était attendue par les acheteurs publics, de pouvoir recourir plus facilement à la négociation dans les marchés publics d'assurance, notamment par rapport en plus à la décision du Conseil d'État de 2022 qui considère qu'il y a il n'y a pas de prestation complexe si l'acheteur public a de l'expérience. Donc là, ce que vous nous annoncez, c'est un peu, on est un petit peu déçus, ou peut-être, on sent que le gouvernement n'a pas voulu peut-être se mouiller dans ce guide, si on comprend bien. Bah, si vous voulez, sans modification des textes, il était délicat d'envisager une modification des conditions de recours à telle ou telle procédure. Là, l'idée, c'est de mentionner les différentes procédures existantes qui permettent d'intégrer une part de négociation. Donc la procédure avec négociation, si on reste sur un schéma AO, les MAPA évidemment, et puis les petits lots, quand on peut recourir en gré à gré, ou même les petits lots lorsque le marché initial est en AO et réservé une partie de certains lots présentant des risques spécifiques, et les faire passer en MAPA. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Merci Mathieu. Je crois qu'il y a une autre main, si tu peux donner. Je crois que c'est monsieur Boubacar qui était là aussi, Koulibaly qui était là aussi lors du colloque, qui souhaite intervenir. Je vois qu'il y a plusieurs questions, Luc. Oui. Je vois qu'il y a une question sur le lancement très anticipé. Oui. Vas-y, je te laisse la relayer du coup. Il a été relayé, voilà. Il y a une question sur, en cas de lancement très anticipé pour renouveler un marché, 1er janvier, suivant les assureurs, sont-ils prêts à maintenir la validité de leurs offres
jusqu'à la prise d'effet ou faut-il prévoir des mécanismes d'actualisation? C'est pas du tout quelque chose de rédhibitoire, c'est quelque chose que l'on pratique déjà aujourd'hui. On répond à des appels d'offres et à des consultations du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Donc il n'y a pas de remise en cause de ce mécanisme-là avec un lissage des consultations sur toute l'année. Donc les offres qui seront proposées et retenues au titre, par exemple, du premier trimestre de l'année N, ne seront pas du tout, ne feront pas l'objet d'un mécanisme d'actualisation ou de remise en cause au terme de l'année avec une prise d'effet N+1. Donc il n'y a absolument aucun obstacle à ça. Le titulaire reste tenu à ses engagements, et si la prise d'effet du marché est reportée au 1er janvier suivant, bien que la passation soit faite avant l'été, par exemple, effectivement, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Maxime. Il n'y a aucune incidence sur le sort de l'offre. Il y avait une question qui pouvait rejoindre, enfin une réflexion qui pouvait rejoindre aussi ce que tu viens de dire, Maxime. C'était sur lorsque l'assureur résilie au 30 juin pour date d'effet au 1er janvier, nécessairement la collectivité se retrouvait dans la mauvaise période pour relancer son appel à concurrence. Et donc, ça pouvait la placer en difficulté par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure de délai qui va se retrouver dans la mauvaise période, entre guillemets, où il y aura une forte concentration de demandes. Je ne sais pas si ça appelle une réflexion, un commentaire de ta part. Non, mais oui. Voilà. Les grandes lignes, ce sont celles-ci. On aura toujours des situations particulières. S'il y a résiliation, ou s'il y a résiliation anticipée, quelle que soit l'origine, quelle que soit la partie qui met en œuvre la résiliation, il y a généralement, il y a effectivement des résiliations qui parfois sont des résiliations dites sèches, et il y a aussi beaucoup de résiliations qui font l'objet de discussions en amont. Donc avant même que la résiliation soit définitive, il y a aussi des échanges qui peuvent laisser penser qu'une consultation va devoir être lancée. Merci. Monsieur Boubacar. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Voilà, donc moi, je suis M. Koulibaly Boubacar, je suis le risque manager de la commune de Villejuif. Donc moi, je pense que la présentation est très intéressante, les échanges sont aussi très intéressants, que la plupart des collectivités se confrontent à les mêmes problématiques. Donc moi, dans le cadre de notre travail au sein de la collectivité Villejuif, je voulais juste participer pour annoncer la sortie de mon manuscrit, de mon livre qui va sortir ce mois-ci, qui va prendre en compte ces problématiques des collectivités, dans le cadre où on a expliqué la démarche qui a été mise en place pour pouvoir placer tous nos risques avec un management de risque global, avec une méthodologie de cartographie, d'identification, cartographie, communication et traitement et communication. Donc, ça va sortir ce mois-ci. Et c'est intitulé du contrat social à l'autodétermination, réinventer l'assurance des collectivités territoriales. Donc, c'est ça le titre du livre. Et je donne des exemples de la collectivité par rapport à l'état de recherche à terme qui a été mis en place sur 2 ans. Comment faire avec un objectif général, avec des décliner un objectif spécifique, avec des actions concrètes qu'on a mis en place, qui a été relayé au niveau du livre. Donc, à la sortie, ça pourra servir aux autres collectivités de pouvoir avoir des exemples de management des risques qui a été appliqué dans une collectivité quand même qui regroupe plus de 50 000 habitants. Voilà. Très bien, merci pour cette information. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir?
Alors, il y a une question, le support. Sur le support ne va pas être relayé, mais par contre, il y a un replay qui va être mis à votre disposition, donc vous pourrez visualiser le replay ultérieurement pour ceux qui doivent nous quitter. Si il n'y a pas d'autres questions, pas de regrets sur cette partie-là, ce que je vous propose, c'est que nous allons passer à la deuxième séquence avec la présentation du livre blanc en partenariat avec Ville-de-France et l'Association des petites villes de France. Donc j'invite André Robert et Armand Pinotto à allumer leur caméra si ce n'est déjà fait et à ouvrir leur micro pour que nous puissions passer à cette deuxième séquence qui est, dont certains aspects sont le prolongement de la première évidemment. C'est toujours sur le sujet de l'assurabilité des territoires, assurer les territoires, préserver l'avenir. André Robert, vous êtes parmi nous. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, quelle est la genèse de ce livre blanc, si vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, bonjour et à toutes et à tous. Alors, je m'exprime en tant que délégué général de l'Association des petites villes de France, qui regroupe les communes, grosso modo, entre 3000 et 20 000 habitants. Nous avons 1200 communes adhérentes et nous sommes présents, évidemment, en métropole et en outre-mer. Inutile de vous dire que nous nous félicitons et de l'initiative de ce webinaire aujourd'hui et de ce livre blanc dont on va assurer en quelques mots une présentation à plusieurs voix. C'est une initiative utile et je crois que les maîtres mots qu'on doit retenir de cette matinée, c'est la nécessité d'un plus grand dialogue entre collectivités territoriales et les assureurs, une meilleure expertise et bien sûr un meilleur partage de données. Alors, pourquoi cette problématique de l'assurabilité des collectivités territoriales est montée en puissance ces dernières années? Je crois qu'au-delà du dérèglement climatique, de la montée des aléas climatiques, des catastrophes climatiques qui sont succédées, les inondations, les incendies, mais il y a également quelque chose qu'on a peut-être pas abordé ce matin insuffisamment pour les collectivités, c'est le contexte budgétaire qui est devenu de plus en plus contraint pour les collectivités territoriales ces dernières années et qui fait que chaque dépense est regardée à la loupe par les élus. Et la problématique du coût de l'assurabilité est devenue particulièrement importante. Effectivement, sans grossir le problème, je crois que les chiffres ont été donnés, notamment au moment du recolor de l'assurabilité en avril dernier. On est sur 1500 communes sur 35 000 qui ont connu des problèmes et toutes n'ont pas été désassurées, c'est parmi ces 1500. Donc, on évite au sein de la PVF de trop grossir le problème. Il n'empêche que pour les collectivités, les quelques collectivités qui sont à la recherche toujours d'assurance, celles qui ont été désassurées et celles qui ont vu leur police d'assurance au moment du renouvellement des contrats avec des propositions multipliées par 4, voire par 5, le problème est très réel. Nous, le rôle d'une association comme la nôtre, évidemment, c'était d'alerter les pouvoirs publics, gouvernement et parlement. On a été peu à peu entendu. J'ai retrouvé des courriers qui datent de 2023, immédiatement après les émeutes de l'été 2023, qui avaient touché, on avait été surpris à l'époque, des petites villes et pas simplement des communes dites au bord des grandes villes, de métropoles ou de banlieues. Donc le problème avait commencé à se poser depuis 3-4 ans. Alors, vous savez qu'il y a eu un rapport qui avait été diligenté par le gouvernement, le rapport chrétien d'AGES, qui apportait déjà un certain nombre de propositions intéressantes. Ça a été suivi en avril dernier par le recolor de l'assurabilité auquel nous avons participé et une charte nous engage, ainsi que la plupart des principales associations d'élus. Donc, le problème commence à être compris et un certain nombre de solutions sont présentées. Le livre blanc qui est publié aujourd'hui, Assurer les territoires, préserver l'avenir, préconise également un certain nombre de propositions un peu concrètes auxquelles nous nous associons entièrement.
Et moi, je voudrais revenir simplement sur, sans rentrer dans les détails, sur 2 propositions. Alors, parmi la série de recommandations qui sont faites dans ce livre blanc, moi, j'en ai retenu 2 qui nous parlent particulièrement. La première, elle s'intitule « Permettre une indemnisation incluant l'amélioration de la résilience du bâti lors de la prise en charge d'un sinistre ». En gros, de quoi s'agit-il? Il s'agit de renforcer la capacité des collectivités territoriales à faire face aux aléas et de contenir ce qui pose le plus problème, l'augmentation des coûts liés à la sinistralité. Et pour cela, évidemment, nous avons besoin d'être mieux accompagnés dans notre stratégie de résilience et dans la mise en œuvre des stratégies de prévention. Et rien de mieux que l'expertise des assureurs qui doit nous être extrêmement précieuse parce que je crois qu'il faut développer dans chaque collectivité, dans la mesure du possible et où nos moyens nous le permettront, une véritable culture du risque. La deuxième préconisation, c'est la simplification de la lisibilité des plans de prévention et de gestion des risques en créant un portail unique recensant les plans en vigueur par commune. C'est un vieux combat de beaucoup d'associations d'élus, mais beaucoup de celui de l'association des petites villes que celui de la simplification, car on n'y comprend plus grand-chose, effectivement. La complexité, la multiplicité des dispositifs de prévention, PRNN, PPRS, PPRT, plans communaux et plans intercommunaux, plus personne n'y comprend rien, d'où cette recommandation de portail unique, dont on espère qu'elle pourra voir le jour. Voilà. Merci André. Eva, toi, tu retiens quoi des recommandations? Alors, du coup, déjà, je retire beaucoup de satisfaction d'avoir travaillé avec l'Association des petites villes de France et Villes de France. Voilà, ça permet de confronter un petit peu et de challenger en tout cas notre vision qu'on a en tant qu'assureur avec la réalité du terrain, avec la réalité des collectivités, d'avoir une représentation en fait maximum sur les problématiques rencontrées et de pouvoir voilà échanger et dire voilà ça c'est réalisable, ça l'est moins. Alors sur ce livre blanc, ce sur quoi je vais revenir, c'est des choses sur lesquelles on a déjà insisté. Ce sont des choses des choses qui sont déjà intégrées dans les différentes missions, dans les différents rapports qui ont été faits. On en a parlé ce matin aussi. Le gestionnaire des risques, voilà, c'est fondamental, c'est essentiel pour nous d'avoir un interlocuteur identifié, d'avoir quelqu'un qui sait, qui puisse répondre à l'ensemble de nos questions, qui puisse analyser la sinistralité aussi, qui puisse établir une vraie stratégie du schéma directeur patrimonial des collectivités et d'être en capacité de pouvoir piloter vraiment et écrire la stratégie des collectivités au niveau du patrimoine. Donc on est tellement convaincus de tout ça qu'on travaille avec l'AMRAE, on a mis une session, il y a une session qui a lieu les 23 et 24 septembre, et on travaille aussi avec le CNFPT. Enfin voilà, on essaie de travailler avec un maximum de monde parce qu'on est convaincus que ça, c'est vraiment un des leviers essentiels et un des leviers fondamentaux pour réussir à avancer et à structurer les choses. Sur la partie livre blanc, j'ai vu aussi les questions qui passaient. Donc le livre blanc sera accessible sur notre site internet, comme les informations sur les formations AMRAE du gestionnaire de risque. Donc vous pouvez aller sur notre site internet, vous aurez l'intégralité des informations qu'on évoque aujourd'hui. Sur les autres choses sur le livre blanc qui sont, on va dire, remarquables, ça fait écho à ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure lors de vos questions, notamment sur le fait qu'il n'y a pas grand-chose qui change sur le guide de passation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut faire évoluer aussi, c'est faire bouger la réglementation européenne pour que la procédure de passation soit plus souple et plus adapté en fonction des cas de figure et en fonction des risques que vous devez assurer. Aujourd'hui, voilà, on est très contraints. Le dispositif est extrêmement contraignant et l'idée, c'est d'essayer de trouver une souplesse, de faire évoluer un petit peu la transposition de la réglementation européenne en droit français et qui nous permettrait à toutes les parties prenantes de simplifier les échanges, d'être plus souple et plus adapté aux spécificités de l'assurance. Rejoint une question, donc la question qui a été évoquée tout à l'heure, notamment de Mathieu Logier pour achat public. Donc ça va être le prochain combat. Ouais. Toi, sur le livre blanc, Eva, tu avais d'autres points que tu voulais mettre en avant par rapport
Alors après, j'ai envie de dire, on revient aussi sur ce qui n'est pas encore opérationnel, c'est-à-dire que tout ce qu'on a poussé jusqu'à présent et qui n'est pas encore tout à fait abouti et qui, en tout cas, n'est pas tout à fait mis en œuvre, notamment le champ de couverture assurantielle qui est souhaité par la collectivité. C'est-à-dire que c'est vraiment à la collectivité de poser les choses, de définir les exigences minimales, maximales qu'elle souhaite en termes de garantie, en termes d'assurance obligatoire, en termes de biens, de est-ce qu'elles veulent assurer de la même façon un bien qui accueille une activité de service public ou un local technique ou l'école ou la maison de quartier. Donc il y a vraiment des sujets sur cette stratégie, sur comment la collectivité prépare les choses et anticipe les choses et fait des choix. Et ça, donc, par le biais du gestionnaire de risque, qui peut être une personne aussi ressource pour identifier tout ça et poser ces éléments. Alors, le gestionnaire des risques, je sais que c'est un gros sujet et que ça met en écho les moyens financiers, les moyens humains des collectivités. On sait que c'est compliqué, on en a conscience. Pour autant, c'est un vrai gain pour la suite, que ce soit en termes d'analyse du patrimoine ou en cas d'activation des leviers de prévention. Ça peut vraiment être une aide. Donc après, à voir comment ça se construit en fonction de chaque typologie de collectivité et de ce qui est le plus pertinent en fonction de la taille. Est-ce que c'est au niveau EPCI, au niveau commune, au niveau agglo? Enfin voilà, il y a des réflexions à mener, mais en tout cas, pour moi, c'est l'élément qu'il faut. C'est la prochaine étape, on va dire. Il y a d'autres choses dans ce livre blanc qui sont un peu plus prospectifs, mais ça, en tout cas, c'est l'étape la plus urgente pour tout le monde, je pense. Merci Eva. Alors, Armand, a priori, vous devriez pouvoir activer votre micro si vous avez dehors la main en principe dessus. Bonjour à tous. Excusez-moi si c'est souci technique. On vous entend bien. C'est parfait. Sur mon micro. Bon. Alors, en fait, ça tombe bien. Je devais parler de la première. Vous avez un écho? Non, c'est parfait. Alors, on vous entend. Donc, la première bonne pratique, c'est améliorer la connaissance de son patrimoine. C'est étroitement lié à l'amélioration de la connaissance du risque. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité d'inventaire des patrimoines des collectivités est très variable, encore sur le territoire. Régions, départements, villes, en général, ont un inventaire physique de leur patrimoine, mais ce taux, il tombe à 70% pour les communes. C'est-à-dire qu'il y a encore un petit tiers des communes qui n'ont pas d'inventaire physique du patrimoine. Alors, ce patrimoine des collectivités locales, il représente 1 000 milliards d'euros. Alors, c'est une source qui date d'il y a quelques années. Alors, avec les logiciels de tenue d'actifs, on arrive à améliorer la connaissance de ce patrimoine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la connaissance du risque, elle est étroitement liée à la connaissance du patrimoine. Donc, si l'amélioration de la connaissance du risque, c'est un pilier indispensable pour les assureurs, c'est également un pilier indispensable pour l'assuré. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre recommandation que vous souhaitiez mettre en avant? Alors, parmi les autres recommandations, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est l'idée d'avoir une visite la plus régulière possible entre l'inspecteur d'assurance et l'assuré pour ce qui est partie dommage au bien. Et puis, on en a parlé également aussi, c'est l'accélération de la rédaction et de la mise à jour des dispositifs de prévention. Et enfin, alors, on n'en a pas moins parlé, c'est au niveau des risques psychosociaux. Le 2003, on a eu 900 millions d'euros de dégâts à peu près, 200 millions d'euros pour les collectivités, et nous, à l'échelle des villes moyennes, 100 millions d'euros. Donc en fait, on a plaidé au moment des différentes auditions qu'on a eues avec le rapport Chrétien, on a plaidé pour la création d'un fonds de garantie pour ces risques.
Vous aviez d'autres points que vous souhaitiez évoquer, Armand? J'ai fait le tour. Oui. Alors, il y a une question dans le chat que je vous relaye. Enfin, c'est une question et une réflexion. Bonjour, nous n'avons pas de sinistre. Or, le marché dommages aux biens est résilié de façon anticipée. Notre contrat dommage bien lissé ajoute d'une franchise émeute. Et là encore, les émeutes n'ont pas impacté nos biens. Je ne vois pas notre marge de manœuvre. Nous sommes victimes du contexte dégradé. Est-ce que la mise en pratique des recommandations évoquées changera la situation? J'avoue que je suis pessimiste. Alors, Eva, est-ce que tu as des éléments à apporter qui permettent d'apporter un peu de confiance à cette personne? Alors, un peu de confiance, je ne sais pas. En tout cas, on a bien conscience que ce n'est pas tenable sur le long terme pour vous. Pour autant, alors sur la partie émeute, on travaille. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait le sujet de la transposition de la directive européenne. Il y a un deuxième sujet qui est vraiment dans les tuyaux et sur lesquels on insiste beaucoup et sur lequel on travaille beaucoup, qui fait partie aussi des recommandations, mais je n'étais pas revenu dessus. C'est tout le traitement justement de la réassurance publique sur le risque émeute. Le risque émeute, aujourd'hui, vous avez tous sur le marché, on a tous mis des franchises émeutes, essentiellement parce que nous n'avons pas de réassurance. C'est-à-dire que le risque est trop important pour chaque assureur de porter en fait l'intégralité des coûts d'émeute au pluriel. Donc, on a la réassurance, on a cet enjeu de réassurance, c'est-à-dire que si on doit payer tout seul, on ne pourra pas. Donc, on est obligé de suivre aussi en fonction de ce que nos réassureurs nous disent. Mais il y a quand même ces travaux qui sont menés avec l'État pour réfléchir à comment on fait demain pour garantir en fait les émeutes, enfin trouver une solution de prise en charge qui soit pas privée, puisque les assureurs privés n'y arriveront pas. Donc comment on fait? Donc ça, les travaux sont en cours aussi. Donc sur ce volet-là, oui, je suis plutôt optimiste et tout le monde a bien conscience qu'il faut une solution. Donc là, je me dis que ça va se débloquer. Sur la partie résiliation, alors là, je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider beaucoup. Et sur la partie après, la suite de ce que vous disiez, je vais reprendre la question. La mise en pratique des recommandations change la situation. On peut peut-être faire rappeler ce que tu as évoqué tout à l'heure en introduction, c'est que maintenant, depuis le 1er juillet, il y a une cellule qui a été créée, Collective Assure, pour venir en aide aux collectivités peut-être. Alors, Collective Assure ne fera pas le travail des collectivités à leur place. C'est-à-dire qu'elle ne fera pas l'inventaire du patrimoine, elle ne fera pas le cahier des charges, elle ne fera pas la saisine du BCT, elle ne fera pas. Enfin, c'est pas son boulot, hein. Donc, c'est donner des pistes, et les pistes que Collective Assure vont vous donner sont des pistes, on va dire, de bonnes pratiques, de comment on peut faire, comment on peut organiser les choses. Alors, il y a plusieurs solutions hein, pour essayer de trouver une couverture assurantielle qui soit comptable. Je vais revenir aussi sur ce que je disais, c'est-à-dire que identifier, enfin vraiment établir une stratégie en fonction de vos bâtiments, de votre patrimoine, de est-ce que ça accueille du public, est-ce que est-ce qu'on a une activité de service public à l'intérieur du bâtiment ou pas, quelle est la qualité d'occupation du bâtiment, enfin voilà, il faut vraiment une liste exhaustive, précise de tout votre patrimoine et de bien réfléchir à comment vous voulez l'assurer. Et à partir de là, oui, vous trouverez une solution d'assurance. Alors, il y a l'histoire de l'allotissement aussi, c'est-à-dire que vous pouvez faire des lots différents en fonction des cas de figure et en fonction des risques à assurer. Il y a tout un tas de choses et j'ai envie de dire la prévention est quand même, n'hésitez pas à mettre dans vos cahiers des charges tout ce que vous faites en prévention. C'est-à-dire que c'est par exemple les mises en situation, les rapports que vous avez, enfin les travaux que vous menez avec des cabinets ou en tout cas vos préventeurs de ce qu'ils font, la mise à jour des dispositifs anti-intrusion, la mise à jour de, enfin la révision en tout cas des alertes incendies, enfin tous ces dispositifs, tout ce que vous pouvez avoir, intégrez-le dans le cahier des charges, ça rassure l'assureur. Ça veut dire que le patrimoine est connu, est entretenu, que le risque est de plus en plus maîtrisé et que pour l'assureur, il y a de moins en moins de risques. Donc, ça va le rassurer, l'assureur. Alors, je ne sais pas si... j'ai pas de baguette magique, je suis désolée, mais voilà ce que je peux vous dire déjà. Merci Eva. Alors, un petit commentaire sympa. Merci à la SMAC pour tous ces efforts, car même si rien n'est facile, on peut au moins discuter avec vous, ce qui n'est malheureusement pas le cas d'autres compagnies qui sont bien souvent absents. Merci Eva. André ou Armand, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qui a été évoqué dans le chat ou des éléments complémentaires que vous souhaiteriez apporter?
Je vais peut-être compléter aussi sur la partie prévention. Oui. On en parlait tout à l'heure. Et sur la partie prévention, on a essayé d'imaginer, alors avec des collectivités aussi, hein, on est en test, un dispositif qui permette de faire un diagnostic des risques encourus par la collectivité. Donc il y a tout un dispositif et un diagnostic qui est très rapide et vous avez la possibilité après d'être rappelé, d'avoir des conseils, d'avoir des choses qui puissent vous aider. Donc on est en test aujourd'hui sur cette solution pour voir si réellement ça aide les collectivités et si ça permet de donner un éclairage supplémentaire aux assureurs. Donc ça s'appelle Territoire et Prévention. J'ai vu que les équipes avaient mis le lien pour le webinaire du 23 et 24 septembre avec l'AMRAE sur le gestionnaire des risques. Si vous pouvez aussi mettre le lien sur Territoire et Prévention, ça peut aider certaines collectivités aussi qui ne savent pas par quel bout le prendre et donner des pistes, ou en tout cas ce qui est le plus urgent et ce qui est le plus critique, les risques les plus critiques, et donner un ordre de priorisation sur ce qui est le plus urgent à engager en fait comme travaux. Bien. Merci. Alors, dans le chat, il y a M. Giraud qui propose un petit sondage parmi les participants qui a déjà entendu parler du Q18 et du Q4. Donc, ce que je vous propose, ceux qui ont déjà entendu parler, vous mettez un pouce sur le poste d'Anthony Giraud et les autres, vous abstenez. Comme ça nous permettra d'avoir un petit sondage. Cette question du Q18 avait été abordée lors du colloque par Alain Chrétien également, qui était intervenu à notre colloque la dernière fois. Il y a, Eva, une autre question poil à gratter, si je puis me permettre, de Villeneuve d'Ascq. Certaines collectivités peinent à trouver un assureur. Bien souvent, celles qui trouvent un assureur sont étranglées financièrement, primes exorbitantes qui augmentent tous les ans. Quels engagements des assureurs à ce sujet? Là, ça rejoint à ce que tu as évoqué tout à l'heure déjà avec les engagements pris lors du Roclore, mais peut-être que tu as éventuellement d'autres précisions. Même si on n'a pas de baguette magique, effectivement. Oui, on n'a pas de baguette magique et les tarifs ne vont pas diminuer. Je préfère être très, très honnête. Les tarifs ne vont pas diminuer. On ne peut pas, en fait. C'est juste que on l'a vu en 2023. Si on continuait les tarifs qui étaient pratiqués avant, la SMAC met la clé sous la porte, très clairement. Donc, on est obligé aussi de faire en sorte que ce marché soit équilibré et que on arrive tous à réussir à survivre. Alors, je voyais aussi dans le chat des discussions disant l'allotissement n'est pas la solution. Non, je suis d'accord avec vous, les collèges et l'administratif, non, faut pas les mettre dans de l'eau séparée. Mais je pensais plutôt aux bâtiments un peu hors normes, les monuments historiques ou ce genre de choses. Enfin, voilà, des choses très particulières qui des fois peuvent pénaliser un cahier des charges parce que c'est un risque trop spécifique, trop particulier. Sur le reste, à réfléchir vous de votre côté sur votre stratégie assurantielle. Et là, je vais revenir sur ce que je disais, le niveau de franchise et les garanties que vous souhaitez avoir sur chaque bâtiment. Voilà, c'est à réfléchir aussi. Je prends l'exemple parce que je parlais avec une collectivité qui me disait, typiquement pour mes écoles, alors c'était une grosse collectivité, hein, mais pour les écoles de chaque quartier, il y a toujours un gardien. Donc, il disait, finalement, on ne va pas s'assurer en dégâts des eaux parce qu'on sait qu'on a quelqu'un qui est sur place 24 heures sur 24. Et s'il y a un dégât des eaux, on appelle nos services techniques et ils vont venir, ils vont intervenir. On n'a pas besoin de s'assurer en dégâts des eaux sur le classique, on va dire, sur les petits sinistres. Donc, il y a cette partie-là et sur tous les petits sinistres, c'est vrai qu'il y a ce levier-là. L'assureur n'est pas là pour gérer la partie tout petit sinistre. Je pense aussi à la débroussailleuse avec le jet de cailloux, mais plutôt pour l'assureur est là pour assurer, l'aléa, pour être là quand il y a un aléa. Et donc vraiment, c'est ça qui est extrêmement structurant et qui peut vous aider peut-être aussi à décider de quelle garantie vous choisissez et quelle franchise. Je ne sais pas si ça aide beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, d'autres réflexions que vous souhaitez apporter? Eh bien, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour ce webinaire post-colloque. La suite des événements, le replay sera disponible. Hein, donc, on le mettra en ligne et vous pourrez accéder au replay. Peut-être que pendant le webinaire, le guide pratique a été mis en ligne sur le site du Minifi de la DAJ. Donc, vous pouvez y aller aujourd'hui et actualiser la page parce qu'il doit paraître, si ce n'est déjà fait, dans la journée. Et également, nous mettrons en ligne également le livre blanc à votre disposition.
Autre information que je vous livre, le prochain colloque de l'Observatoire aura lieu le 15 octobre sur un sujet qui est un peu connexe au sujet de l'assurabilité, c'est le sujet de l'eau, pollution, sécheresse, inondation, les collectivités territoriales face aux multiples défis de l'eau. Et donc cette journée aura lieu comme l'année dernière à Paris, mais également en format mixte, sous forme de webinaire pour ceux qui préfèrent rester à distance. Et donc, elle aura lieu le 15 octobre 2025. D'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été et ressourcez-vous bien pour attaquer à la rentrée de bon pied. Merci à tous les intervenants et merci à vous tous de votre précieuse contribution. Bonne journée à toutes et à tous. Merci, au revoir.